on, on reviendra sur ce point ultérieurement. En tout cas, c'est la lecture d'un article de mon ami que j'apprécie beaucoup, Albert Ciccone, un article dans Pratique psychologique, pratique citoyenne, qui m'a inspiré, enfin, qui m'a donné l'excuse que j'ai cherché depuis un moment en réalité, l'excuse de les compromettre, ce qu'on appelle habituellement invité, et de les compromettre avec nos activités intellectuelles et fortement chargées d'éthique et d'engagement social. Donc, il a accepté par retour de courrier, je tiens à dire, on m'a beaucoup touché. C'est pas la première fois que nous travaillons ensemble, c'est la première fois en pratique sociale, donc c'est tout un vernissage en quelque sorte. Bon, voilà. Donc, il va nous parler, m'a-t-il dit, une demi-heure, 1 heure, quelque chose comme ça, bon, le temps qu'il voudra, suivi, comme d'hab, comme nous avons l'habitude, suivi d'échanges aussi polis et implacables que possible. Mais si tu connais robuste, il ne casse pas facilement, il a des répondants, bref, il n'y a qu'à. Ce qui nous intéresse surtout, c'est pouvoir planter quelques valises, n'est-ce pas? Quelques poteaux, quelques repères dans une question importante, essentielle, mais hautement piégée par tout un tas de sous-entendus et malentendus. Mon cher Albert, Zoom est à toi. Eh bien, merci beaucoup, Saül, pour cette invitation. Merci à toutes et tous. Je suis très, très contente de partager ce moment avec vous. Alors oui, j'avais prévu de vous donner quelques éléments de réflexion comme ça j'avais prévu 1 heure, une petite heure, mais évidemment, vous m'interrompez si vous en avez marre ou si vous voulez intervenir, il n'y a aucun souci. Je vais donc envisager les quelques fondements de la position clinique en soulignant chaque fois la manière dont ceux-ci sont de plus en plus antagonistes avec la teneur et les valeurs des discours que véhicule le social concernant le soin, parce que ma pratique, c'est le soin psychique. Alors, cela a toujours été vrai, mais c'est encore plus vrai en ce moment, c'est plus particulièrement vrai en ce moment. Les principes que je vais énoncer sont évidemment ceux qui correspondent à une certaine conception de la position clinique, comme le soulignait Saül tout à l'heure, à l'instant, qui n'est nullement exclusive d'autres conceptions ou d'autres théories de la pratique. Et les réflexions que je vais proposer pourront probablement rejoindre celles issues d'autres conceptions ou d'autres champs de pratique, et évidemment des champs de la sociologie. Je pense qu'il y aura des croisements tout à fait pertinents et possibles. Alors, je pensais organiser mon propos en 4 points. Je vais tout d'abord donner une rapide définition de la clinique. Ensuite, j'évoquerai quelques formes de violence sociale qui concernent le soin psychique et le travail des cliniciens, et notamment des psychologues cliniciens. Ensuite, j'envisagerai quelques fondements de la position clinique qui sont touchés par ces violences. Et puis, je terminerai par quelques mots sur la fonction sociale et politique de la psychologie. Oui. Alors, une définition de la clinique. Le terme clinique, c'est un terme vague. Tout le monde fait de la clinique dès lors qu'il se penche sur la souffrance d'un sujet singulier, voire de sujets pluriels. La clinique n'appartient pas aux psychologues cliniciens, pas plus que la psychologie n'appartient aux psychologues ou que la sociologie n'appartient aux sociologues. En général, le terme clinique fait référence à la maladie, à un sujet qui souffre et à l'approche du sujet au chevet de son lit, parce que c'est un sujet incliné, en position de fragilité. Le verbe klino, en grec, signifie changer de position, incliner, coucher, appuyer une chose contre une autre. Et la souffrance dont il est question, concernant l'approche clinique dont je rends compte, c'est la souffrance psychique. Et la position clinique visera à approcher la subjectivité, la réalité psychique, la vie émotionnelle du sujet ou des sujets en situation éventuelle de souffrance. Mais la position inclinée, c'est aussi et surtout celle du clinicien lui-même. Le clinicien qui se penche
sur le sujet en souffrance, qui s'approche de sa subjectivité et qui se trouve de ce fait dans une position d'humilité et aussi une position d'instabilité, une position d'inconfort. Ce qui me conduit à dire que la position clinique est d'abord une position d'humilité. Cela est vrai d'ailleurs pour tout savant, tout scientifique, tout chercheur, tout expert. Ce que connaît d'abord et avant tout un expert, un savant, un scientifique, quel qu'il soit, c'est l'étendue de son ignorance. La position clinique est donc une position de doute, une position d'incertitude. Un éminent professeur d'éthique que j'avais croisé dans un colloque il y a quelques années disait que la meilleure définition de l'éthique, c'est celle qui consiste à dire que l'éthique, c'est la culture du doute. Eh bien, on peut dire que la position clinique est une position éthique. Bion, que vous connaissez, le célèbre psychanalyste, définissait l'attitude psychanalytique comme une attitude de doute philosophique. Et on peut dire cela de toute position clinique. Alors après cette très rapide définition, quelles sont les formes de violence sociale qui concernent et qui touchent, entre autres, le travail des soignants, des cliniciens et notamment des psychologues cliniciens? La violence sociale transparaît dans les modèles, bien sûr, et les logiques que le discours social promeut, logique économique, gestionnaire, pragmatique, rationnelle, normative, c'est-à-dire toujours simplificatrice. Ces logiques émanent du positivisme ambiant, qui recherche la technicité, la scientificité, afin que tout soit mesurable, évaluable, projetable. On peut dire que ces logiques correspondent bien sûr à une demande sociale, demande où le penseur, par exemple, est convoqué pour donner des réponses, et non pas pour poser des questions. Donner des réponses, c'est-à-dire empêcher de penser. On empêche de penser, on n'interdit pas, comme le souligne bien Christophe Dejour, par exemple, qui précise qu'entre interdire et empêcher, il y a la même différence que celle qui sépare la dictature du néolibéralisme. On n'est pas en dictature, on n'interdit pas de penser, mais on est dans un système néolibéral qui empêche de penser. On sait combien ce système néolibéral de conduite des entreprises, avec ses objectifs de gestion, de rentabilité, a jeté son dévolu sur les hôpitaux, les centres de soins, les universités, etc. Ce système, encore une fois, n'interdit pas de penser, il empêche de penser. Les conditions de la pensée sont malmenées en partie par la prolifération dans tous les secteurs du modèle positiviste et productiviste de l'économie de marché, par la colonisation de tout champ social par la langue marchande, ce qui a des effets de dérive sur les pratiques. Les institutions de soins, vous le savez très bien, sont gérées comme des entreprises. On y parle contrat d'objectifs et de moyens, démarche qualité, stratégie économique. Les patients ne sont plus des patients, mais des clients ou des utilisateurs de services de soins. L'ensemble de ceux qui sont hospitalisés depuis longtemps est parfois appelé le stock, et les autres le flux. Il faut gérer les stocks et les flux. Un directeur d'hôpital, il est là pour gérer les stocks et les flux, en parlant des patients. La langue marchande a colonisé l'ensemble du social, et l'ère actuelle est celle de l'homo economicus, comme disent certains. Les processus à l'œuvre dans les logiques qui sous-tendent cette nouvelle organisation sociale empêchent ou attaquent la pensée, la subjectivité. Ils ont des effets de désubjectivation. Ces logiques ont des effets de désubjectivation. Ces logiques considèrent les citoyens comme des individus, non pas comme des sujets, des individus soumis à la seule loi du marché dans une culture de la concurrence, de la compétition, du narcissisme, qui produit le mal-être, par exemple, dont parle très bien René Caès. Pour rester dans le monde du soin et pour illustrer cette prolifération de la langue marchande, je donne souvent l'exemple d'un document que j'avais reçu il y a quelque temps par l'administration d'un hôpital dans lequel j'intervenais comme superviseur d'une équipe. Alors, c'est un document tout à fait anecdotique, mais qui est illustratif, et il ne serait qu'un épiphénomène à prendre avec humour s'il n'était pas symptôme d'un mouvement extrêmement sérieux et grave. Il s'agit d'un bon de commande que j'avais reçu de la part de l'administration de l'hôpital. Sur le bon de commande sont indiqués le numéro de la commande, le numéro du fournisseur, c'est moi le fournisseur, le numéro du marché, la date de livraison et l'adresse de livraison.
Il y a ensuite 3 colonnes. La première a pour titre désignation, désignation, analyse de la pratique. La deuxième a pour titre quantité commandée, 2 unités. On m'avait commandé 2 unités d'analyse de la pratique. La troisième colonne, conditions générales. Conditions générales, les marchandises doivent être obligatoirement livrées à l'adresse indiquée, les factures doivent être établies en 3 exemplaires, les fournisseurs ne devront honorer que les bons signés par le directeur des services économiques ou le pharmacien chef de service. Déjà, être commandé par le directeur des services économiques, c'est douteux, mais alors le pharmacien chef, je ne vois pas bien ce qu'il venait faire là. Et le document est évidemment signé par le directeur des services économiques, et en bas, un gros tampon rouge indique « Attention, accès au magasin interdit aux camions de plus de 20 tonnes ». Cela laisse méditatif quant au poids du savoir psychologique. Bref, on connaît la tyrannie des chiffres et la croyance qu'on leur accorde dans ce système, ce sont les chiffres qui disent le vrai. Tout doit être chiffré, numérisé. On connaît aussi dans ces logiques l'importance considérable que revêt l'information, la com, où il s'agit de donner avec le moins de temps possible des informations, évidemment toujours orientées. Tout cela est à l'opposé de la communication humaine, de la pensée, qui demande du temps, qui demande des silences, qui demande des pauses. Il n'y a qu'à écouter pour s'en convaincre des interviews de grands journalistes à des heures de grande écoute qui ne laissent jamais parler les gens qu'ils interviewent, ou plutôt qui ne les laissent jamais penser, qui parlent plus qu'eux, qui posent des questions contenant déjà les réponses, etc. Bref, on peut dire que toutes ces forces et pressions que l'on subit font violence à la pensée, font violence à l'activité de pensée. On peut se rappeler par exemple ce qui s'est passé dans les universités il y a quelques années et souligner la manière dont les réformes qui ont été imposées de force répondaient à une entreprise de réduction des espaces de pensée. Celle-ci transparaît par exemple dans la tentative d'isoler la recherche de l'enseignement, avec la promotion d'une recherche d'excellence, une recherche de pointe, une recherche élitiste, avec des chercheurs de plus en plus rares et qui feraient de moins en moins d'enseignement. Conception qui malmène les espaces de pensée dont l'université est censée être garante. Tout comme dans la tentative d'imposer à l'université, comme ailleurs, à l'hôpital, le modèle de l'entreprise, avec la promotion des valeurs de compétition, de concurrence, de rivalité, à la place du partage, de la solidarité. Et alors, un célèbre journaliste qui, à l'époque, commentait objectivement, bien sûr, le mouvement de grève des universitaires, ce qui est très rare, des universitaires qui se mettent en grève, j'en ai pas vu beaucoup pendant toute ma carrière universitaire, donc c'était quand même à souligner. Et ce journaliste commentait de façon tout à fait objective et expliquait que ce que l'on refusait, ce que les universitaires refusaient, c'est une université dirigée par un chef d'entreprise qui développe des stratégies. Et c'est bien sûr inadmissible de refuser cela. Enfin, quelqu'un qui met du dynamisme à l'université, expliquait ce même journaliste. L'université, qui c'est bien connu, est molle et a besoin de dynamisme. Et c'est quoi le dynamisme? Eh bien, c'est l'effet, je le cite encore, d'un système de compétition, de récompense et de sanctions, expliquait sans aucune vergogne ce même journaliste qui s'indignait qu'on puisse refuser cela. Et on voit bien combien il est difficile de résister à l'invasion de ce modèle productiviste et positiviste, même à l'université. Et d'ailleurs, on n'a pas résisté, les universitaires se sont soumis. Il est toujours difficile de résister devant de tels discours, à une telle pression sociale. Il est beaucoup plus facile d'être dans la servitude, d'obéir. Ces discours fabriquent de la servitude. Par exemple, quand on observe la nature des recherches cliniques qui s'effectuent dans la discipline psychologie, eh bien, on s'aperçoit que maintenant, la quasi-totalité des recherches et des chercheurs ont incorporé cette normativité qui impose des critères positivistes, quantitatifs, statistiques, une dimension évaluative qui éloigne de la clinique, celle évidemment à laquelle je me réfère et dont je rappellerai tout à l'heure quelques principes. Les dispositifs de censure, comme le dit mon ami Roland Gori, ont pour objet moins d'interdire des recherches qui pourraient être gênantes que de les contraindre à ne s'exprimer que dans le langage de l'idéologie dominante.
Dans ses recherches, la technique qui convertit les données cliniques en informations numériques et l'idéologie marchande s'associent pour promouvoir comme seul critère de vérité l'efficacité opératoire et procédurale. Le vrai, dit Roland Gori, n'est rien d'autre que ce qui marche et se vend. Il en est de même pour la formation. Garantir des dispositifs de formation à l'université qui reposent sur un véritable engagement, sur une implication des étudiants dans une pratique, est très difficile et de plus en plus difficile avec les exigences qui sont imposées. Comment former pour de vrai des étudiants engagés dans des pratiques en les accompagnant dans des TD surchargés où ils n'auront l'occasion de parler de leur expérience parfois qu'une seule fois dans l'année, voire même jamais. Et d'ailleurs, il faut préciser que les études ne sont que très rarement en adéquation avec un désir de formation. C'est un logiciel, vous le savez, c'est un algorithme qui décide de l'avenir des jeunes. C'est Parcoursup, qui sait ce qui est bon pour chaque futur étudiant. Et ceux qui en ont l'expérience, ceux qui ont des enfants en âge de devoir subir Parcoursup, savent à quel point ce dispositif est absurde et maltraitant. Un dispositif qui n'a une logique comptable, une culture du chiffre, une culture où ce sont les chiffres qui parlent, les informations numériques, les notes, bien sûr, c'est les notes qui sont importantes, hein, tout le reste on s'en fout, c'est les notes qui comptent. Les notes sont le seul critère censé dire le vrai. Alors, quelles sont les logiques, quels sont les fondements de la position clinique qui sont antagonistes avec la teneur et les valeurs des discours que véhiculent le social et le politique concernant le soin? Bon, je vais juste en énoncer quelques-uns. Un premier principe au fondement de la position clinique concerne la mise en suspens de tout savoir. Chaque fois qu'on a un savoir sur l'autre, on lui fait violence, on ne l'écoute pas puisqu'on sait déjà. Bion, que j'ai évoqué tout à l'heure, ce psychanalyste anglo-saxon disait que lorsque nous formulons une idée ou que nous élaborons une théorie, nous produisons simultanément de la matière calcaire. Nous nous calcifions. On peut dire que lorsque les pensées sont systématisées, elles deviennent une prison plus qu'une force libératrice. Les hypothèses, les théories sur les maladies mentales, sur les déficiences, sur les troubles peuvent faire tellement de bruit qu'on ne peut plus entendre ce que disent le corps et le psychisme du patient. Et on comprend que cette exigence de mettre en suspens tout savoir est contradictoire avec la culture de l'expertise, avec la demande sociale de réponse immédiate qui, encore une fois, empêche de penser, comme je le soulignais. La position clinique favorise ou est censée favoriser la pensée, non pas la pensée comme mécanisme neuronal, mais le travail de pensée qui résulte d'une approche subjectivante et non pas objectivante de la subjectivité. La position clinique, par ailleurs, je le rappelais, est une position d'humilité et de culture du doute. Là encore, la demande d'expertise est antagoniste avec cette position. Donc, premier principe qui est mis à l'épreuve, mis à mal par la demande sociale, c'est la mise en suspens de tout savoir. Deuxième principe, on peut dire que la position clinique s'appuie avant tout sur un cadre interne et non pas sur un cadre externe. Ce n'est pas la praxis, ce ne sont pas les actes qui déterminent la position clinique, c'est le point de vue. Et c'est l'activité de pensée dont je viens de parler. Là encore, comment faire comprendre cette exigence dans un environnement où tout est protocolarisé, standardisé, où on doit rendre compte des actes de soins, de l'activité, tout cela réduit à des chiffres, où chaque pôle d'activité dans une institution, par exemple, doit rassembler des professionnels remplaçables, substituables, pour des raisons économiques, bien sûr. Comment signale-t-on, comment cote-t-on une activité de pensée sur une grille? Cette activité de pensée contient et suppose, et c'est là un troisième principe au fondement de la position clinique, cette activité de pensée contient et suppose un travail continu d'élaboration de ce qu'on appelle le contre-transfert, afin que le soin soit adapté aux besoins des patients et non pas aux besoins du clinicien. Et on peut dire d'une telle posture qu'elle est étrangère
au traitement social habituel de toute déviance, de toute pathologie, de toute folie. En effet, on peut régulièrement observer la manière dont, à un acte violent, par exemple, d'un adolescent, d'un schizophrène, d'un psychopathe, d'un terroriste, massivement médiatisé, le social, le politique répond par un acte, un projet de loi. Il n'y a aucune élaboration de ce qu'on pourra appeler le contre-transfert collectif, avec beaucoup de guillemets si on veut. Et l'acte, le projet de loi, est dans les temps actuels toujours plus répressif. Il n'y a aucune prise en compte de la culpabilité collective, par exemple, aucune réflexion sur ce qui fait qu'un groupe social produise de telles situations, de tels sujets réalisant de tels comportements. Le mal est désigné chez l'autre, localisé, circonscrit, et pour l'éradiquer, eh bien, il suffit d'établir un projet de loi qui immobilise, neutralise cet autre et tous ceux qui pourraient lui ressembler. La position clinique est ainsi et aussi une position d'implication. J'oppose souvent l'implication et l'explication. S'impliquer, c'est être dans le pli, dans la rencontre. Expliquer, c'est être hors du pli, hors de la rencontre. Je me réfère à Dominique Touret, qui lui-même se réfère à Maldinet pour faire cette distinction. Seule l'implication permet de construire une compréhension et peut avoir des effets d'aide. On ne peut rien apprendre de quelqu'un qui ne nous comprend pas, même s'il sait très bien tout nous expliquer. Les patients n'ont pas besoin qu'on leur explique, ils ont besoin qu'on s'implique. Là encore, comment faire entendre cette exigence devant les attentes impérieuses d'explication, d'expertise, de solutions immédiates? Ces exigences ont des effets de désimplication. Quatrième principe, ou ensemble de principes, on peut dire que tout ce que dit ou tout ce que montre un patient parle de lui. Ou plutôt, le travail clinique va consister à toujours écouter et observer ce qui, dans le discours verbal et non verbal du patient, parle de lui et est adressé au clinicien. En ce sens, tout est toujours du matériel. On n'a pas à orienter le matériel, on n'a pas à l'organiser, on n'a pas à prescrire le type de contenu qu'un patient doit livrer, doit explorer. On a par contre à essayer d'entendre et d'observer ce qui, dans le contenu qu'il exprime, parle métaphoriquement de lui et de la rencontre avec le clinicien. Et cela suppose évidemment une certaine temporalité. Cette exigence demande du temps, un temps long d'écoute, d'observation clinique. Et une telle exigence est en contradiction avec les pratiques de soins actuellement prescrites, qui se résument à l'évaluation et qui s'inscrivent dans ce que certains appellent la folie de l'évaluation. Cette exigence d'évaluation est en grande partie au service du contrôle social. Elle tue toute activité, elle interdit de soigner. On évalue et on oriente. On oriente, on ne sait pas où, parce que de toute façon, il n'y a plus personne pour soigner. On peut évidemment faire référence au dispositif que vous connaissez certainement, qui s'appelle Mon Parcours Psy, que ce gouvernement a eu la grande intelligence d'imposer, dispositif qui est refusé par l'immense majorité des psychologues, dispositif totalement inadapté à la réalité des situations de souffrance psychique dans la population et à la réalité des pratiques des psychologues. Dispositif qui est maltraitant pour les patients comme pour les professionnels et dont le gouvernement ne cesse de vanter les vertus d'une manière éhontée et totalement mensongère. Pour revenir à l'évaluation à outrance, l'objectif explicite affiché est évidemment un affinement du diagnostic et des modalités de traitement, ce qui est louable. Mais l'objectif réel est en fait de mesurer le risque statistique pour éviter les hospitalisations ou pour renvoyer plus vite les patients chez eux pour des raisons avant tout économiques. Alors on pourrait soutenir la nécessité d'évaluer, mais avec des critères cliniques qui soient compatibles ou adéquats avec les logiques du travail clinique afin de pouvoir donner une idée pertinente de l'utilité, de l'efficacité de certaines interventions, de certains dispositifs cliniques. Le problème est que dès qu'on se met à parler chiffres et statistiques, on risque de s'éloigner de ce qui fait l'essentiel
des fondements des pratiques cliniques. Par ailleurs, la consultation de quelques travaux d'évaluation des pratiques de soins psychiques fondés sur des épistémologies cliniques, psychodynamiques, ne peut que laisser perplexe. Les méthodologies utilisées sont discutables, critiquables, elles se veulent scientifiques, mais elles ne font souvent que singer la science. On aboutit à tout et à son contraire. On peut prouver, par exemple, que les thérapies psychanalytiques sont plus efficaces pour traiter tel trouble que les thérapies cognitivo-comportementales, et on peut prouver exactement le contraire. Je peux donner un petit exemple à titre anecdotique, mais pour souligner le côté étonnant de certaines évaluations. C'est l'exemple d'une recherche évaluative avec une méthodologie quantitative, scientifique, qui a mis en évidence que les traitements psychanalytiques ou d'inspiration psychanalytique de certains types de patients borderline, sans interprétation de transfert, étaient plus efficaces que les traitements psychanalytiques avec interprétation de transfert. Il a déjà fallu trouver des cohortes appareillées de patients borderline. Déjà, je ne sais pas comment ils ont fait. Il a fallu trouver ensuite des soignants qui acceptent non seulement d'imaginer, mais de faire pour de vrai des cures de certains patients dans lesquels ils s'interdisent toute interprétation de transfert. Et d'autres soignants pour lesquels ils s'autorisent, qui eux s'autorisent de telles interprétations. Là encore, je ne sais pas comment ils ont fait. Il a fallu trouver des patients au consentement éclairé, qui, alors qu'ils viennent demander de l'aide sans probablement n'avoir aucune idée de ce que peuvent vouloir dire les termes transfert, interprétation, acceptent que leur thérapeute fera ou ne fera jamais des interprétations de transfert. Bref, on voit le niveau d'absurdité dans lequel on peut se retrouver, sans parler des questions éthiques évidentes que pose non seulement le fait de faire une telle recherche, mais le fait même d'en avoir l'idée. Et sans parler du fait que tout le monde connaît déjà la réponse. Parce que tout psychothérapeute averti sait qu'il vaut mieux éviter les interprétations de transfert avec un patient borderline. Ce n'est pas la peine de faire tout ça. Tout cela, évidemment, ne signifie pas qu'il ne faille pas développer une réflexion sérieuse sur l'évaluation, ses modalités, sur les questions de savoir comment, quand et surtout pourquoi on évalue. Mais l'évaluation à outrance tue la pensée. Penser, comme l'écrit encore Roland Gori, que je citais tout à l'heure, penser, c'est transgresser les barrières de l'évidence et ne pas s'attarder à l'ornière des résultats. Il se réfère à René Char, je pense. Le travail clinique suppose de ne pas s'attarder plus qu'il ne faut à l'ornière des résultats et de transgresser toujours les barrières de l'évidence. Un cinquième principe au travail clinique concerne la nécessité de toujours prendre en compte les théories des patients. C'est extrêmement important, leur théorie de leur pathologie ainsi que leur théorie du soin. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez de votre souffrance, de l'état dans lequel vous êtes, comment vous vous expliquez les choses et qu'est-ce que vous pensez qui pourrait vous aider, quelle est votre théorie du soin? Ces théories seront éventuellement concurrentielles avec celles des soignants, mais leur prise en compte est essentielle pour la compréhension que le clinicien développera du patient, de ses troubles, de leur contexte, ainsi que pour le travail d'accordage, de tissage du lien thérapeutique. Et là encore, un tel principe est contradictoire avec la position attendue d'expertise qui nuit à la construction intime du lien thérapeutique et au travail de pensée. Dernier principe ou ensemble de principes que j'évoquerai sans que cette liste soit exhaustive. Dernier principe ou ensemble de principes, il n'y a jamais de contre-indication aux soins psychiques. Ça n'existe pas une contre-indication à une psychothérapie, une contre-indication à une psychanalyse. Tout le monde est une indication. Tout le monde est une indication car tout le monde mérite que quelqu'un se penche sur sa souffrance psychique, s'approche de sa subjectivité. Il n'y a pas des gens qui méritent un travail psychanalytique et d'autres qui ne le méritent pas. Il n'y a par ailleurs jamais d'indication en soi de tel ou tel type de soins, mais toujours indication pour un tel qui est particulièrement à l'aise, particulièrement efficace dans tel dispositif et pas dans tel autre.
Un enfant n'est jamais une indication de thérapie familiale, de thérapie individuelle, de psychodrame. Il est une indication de thérapie familiale pour tel thérapeute qui est particulièrement à l'aise en thérapie familiale, qui ne supporte pas d'être seul avec un enfant. Il sera par contre une indication de thérapie individuelle pour tel autre thérapeute qui, lui, ne supporte pas d'être en face d'une famille, mais qui est très, très à son aise et au top de ses performances quand il est seul avec un enfant, etc., etc. Par exemple, on assiste actuellement à la disparition de la psychopathologie, vous le savez, celle-ci étant remplacée par les troubles neurodéveloppementaux, assimilés à des handicaps. Il n'y a plus de logique psychique, de psychopathologie, de logique pathologique psychique. Il n'y a que des défauts de câblage neuronaux. La psychose, par exemple, est réduite à un handicap psychique. Et lorsque le sujet est délogé, lorsque l'approche de la psychopathologie, comme du handicap d'ailleurs, méconnaît la vie subjective, avec son lot de douleurs, de souffrances psychiques, eh bien le soin est alors inévitablement porteur de violence. Et quelles que soient les recommandations de n'importe quelle autorité de santé, les sujets autistes, tout comme leurs familles, auront toujours une vie mentale, auront toujours une vie psychique et seront toujours confrontés à des souffrances psychiques qui méritent qu'un regard clinique se pose avec attention sur leur sort. Non seulement tout le monde a droit, tout le monde mérite que quelqu'un se penche sur sa vie mentale, sur sa vie subjective, quel que soit son contexte social, corporel, somatique, mais on peut dire aussi que personne d'autre que le soignant, censé dispenser un soin, ne peut prescrire ce soin, ne peut indiquer ce soin, car personne d'autre que lui ne peut savoir s'il est prêt ou pas à s'engager, à s'impliquer avec ce patient ou ces patients. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut le dire à sa place. Là encore, une telle conception est contraire au modèle hiérarchique général dans les institutions et dans le social. Il est rare qu'une institution fonctionne avec un tel principe. Cela demande une certaine représentation du soin, de ceux qui soignent dans le soin, dans la clinique. Cela demande une représentation fondamentalement humaniste du soin psychique. Alors je disais qu'il est difficile de résister devant les pressions et les logiques du discours dominant. Il est évident que les modèles les plus compatibles avec les valeurs portées, que porte le discours social et politique ambiant, les plus intégrables dans ces normes, vont bénéficier grandement des faveurs du politique, comme le souligne aussi Roland Gori. Ces bénéfices se manifestent au moment du choix des experts que fait le politique, au moment du choix de leurs modèles et de leurs techniques. Et du coup, nous sommes inévitablement confrontés à une question, qui est une question citoyenne, on pourrait dire. Comment faire avec ces modèles? Comment faire avec les épistémologies qui les soutiennent? Cette question se pose à tous, et notamment aux universitaires, aux chercheurs, qui sont supposés fabriquer du savoir et le distribuer. Leur position éthique, d'humilité, consiste à juste titre à être ouvert, à être hostile à toute forme de sectarisme. Mais comment faire avec ces épistémologies qui fabriquent des discours qui servent de caution savante, d'appui doctrinal à ceux qui attaquent bien souvent toute approche clinique? Ce sont toujours les mêmes références scientifiques qui sont utilisées, qui servent de caution pour leur discours. Ce ne sont pas les chercheurs, bien sûr, ce ne sont pas les scientifiques qui sont en cause. Ils sont bien souvent beaucoup plus humbles quant à la portée de leurs découvertes ou de leurs propositions que ne le sont ceux qui utilisent leurs recherches et leur font dire beaucoup plus que ce qu'elles disent. Ce ne sont pas les scientifiques qui sont en cause, mais ce que le discours social fait de leur science, au service de l'idéologie dominante. C'est ce qui se passe par exemple avec le signifiant neuro. On assiste, vous le savez, à un retour de ce signifiant neuro, un retour tyrannique de ce signifiant. On assiste à un retour de la neuropsychiatrie, terme qui était tombé en désuétude. La neuropsychologie connaît un essor conséquent. Est apparue également la neuropsychanalyse. Oui, ça existe. Il y a des gens qui font de la neuropsychanalyse. Neuropsychiatrie, neuropsychologie, neuropsychanalyse sont des signifiants qui conviennent au modèle dominant actuel et à son entreprise de soumission et qui se vendent.
Ce qui n'empêche pas, bien sûr, les tenants de ces disciplines de dire des choses tout à fait intéressantes. Là n'est pas la question. Mais combien de psychologues cliniciens sont remplacés par des neuropsychologues? Combien de médecins pédopsychiatres sont remplacés par des neuropédiatres? Là est le problème. Aussi, s'il est évidemment essentiel d'être ouvert avec humilité sur ces disciplines, de maintenir le débat, je crois qu'il est tout aussi essentiel de faire preuve de prudence et de discernement dans le débat. Car chaque fois qu'on distribue du savoir, chaque fois qu'on publie, qu'on débat sur une scène publique, on pose un acte politique. On envoie un message politique, on participe à une action politique. Autre question ou autre manière de poser la même question, comment réagir, comment agir quand on assiste à des violences sociales consistant à dénigrer toute approche ou toute prise en compte de la subjectivité? Non seulement la psychiatrie biologique, la neuropsychiatrie viennent nous expliquer que toutes ces approches sont inutiles et qu'on peut faire beaucoup mieux pour moins cher, mais on est régulièrement témoin de démantèlements violents d'équipes de soignants rompus à une pratique de soins psychiques humanistes dont on connaît l'implication et le dévouement dans leur pratique et qui sont maltraités de façon insoutenable à l'occasion d'un changement de chef de service, de chef de pôle, de chef administratif, etc. Que fait-on? Notamment quand on est intervenant extérieur, quand on fait de l'analyse de la pratique, par exemple, ou des supervisions professionnelles. J'ai justement une longue pratique de supervision de psychologues, de psychiatres, et je n'ai jamais autant entendu que ces dernières années des praticiens dire qu'ils souhaitent quitter l'hôpital et le faire pour de vrai, tellement ils sont maltraités, tellement ils assistent à des maltraitances institutionnelles. Que fait-on lorsqu'on est témoin de cela? On a en général des modèles théoriques tout prêts. On a l'habitude de dire, lorsqu'on assiste à de la violence institutionnelle, que celle-ci est l'effet miroir de la violence des patients, que ce sont les processus dus à la pathologie des patients qui s'expriment dans l'équipe, etc., etc. Il est vrai que la destructivité contamine. La destructivité de la maladie mentale, de la pathologie contamine les équipes. Mais un recours systématique et automatique à une telle interprétation prête-à-porter est bien sûr défensive. Il y a d'abord une fonction d'innocentation des soignants et des institutions. Le mal est toujours désigné chez l'autre, chez le patient, dans la pathologie, et les soignants et les institutions sont ainsi innocentés. La violence dans le soin est aussi l'effet d'une soumission aux pressions sociales dont les institutions et les soignants sont l'objet. Je terminerai par quelques mots sur la fonction sociale et politique de la psychologie, comme j'ai annoncé tout à l'heure. La psychologie, on le sait, vous le savez, attire un nombre considérable d'étudiants. C'est la discipline qui attire le plus d'étudiants avec le droit. C'est ce qui rend compte de sa fonction sociale. Au-delà de l'idéalisation dont elle fait l'objet, les jeunes étudiants imaginant devenir experts en profondeur de l'esprit humain, profilers aux côtés des policiers traquant les tueurs en série, la psychologie répond à un besoin de compréhension de ce qui fait l'humanité. En tant que science humaine, elle est au service des questions existentielles attachées à la condition humaine. Et ce sont non seulement les jeunes étudiants, mais aussi les vieux étudiants qui ont besoin de la psychologie. À Lyon, par exemple, j'ai pratiqué toute ma carrière à Lyon, tant qu'on restait maître de la transmission, tant que l'on pouvait être inventif, créatif quant au dispositif de formation, l'âge moyen des étudiants en psychologie clinique était de 40 ans. Plus de la moitié était en situation professionnelle. Pour l'immense majorité dans le champ du social, du soin, de l'éducation, et ils étaient en reprise d'études. Ça a été comme ça ces 20 dernières années. Maintenant, avec la standardisation et l'uniformisation imposées qui ont un effet d'infantilisation dans la formation, qui s'accorde mal avec la reprise d'études, je ne sais pas si les statistiques seront les mêmes dans les prochaines années. Les praticiens, quels qu'ils soient, ont besoin de la psychologie pour leur pratique, sans forcément devenir psychologue. Et tout le monde, d'ailleurs, a besoin de la psychologie, dans la vie quotidienne, pour soi-même, pour les liens avec les autres. On pourrait bien sûr dire la même chose de la sociologie. Mais il faut souligner que l'activité de formation professionnelle n'est pas du tout valorisée à l'université. À l'université, c'est la recherche, avec un grand R, R-A-I-R, qui est noble.
c'est pas la formation professionnelle. Si un universitaire écrit de nombreux ouvrages utiles aux praticiens et largement diffusés, cela n'a quasiment aucun impact sur sa carrière. Si par contre il écrit un article de 4 pages publié en anglais, même approximatif, dans une revue scientifique américaine que absolument personne ne lit, alors là, il est considéré comme un excellent universitaire, méritant des crédits, des avancements, etc. La recherche fait partie de la pratique, évidemment, mais la survalorisation de la recherche éloigne des réalités de terrain et des enjeux politiques au cœur desquels la psychologie se retrouve régulièrement. Non seulement la pratique de recherche sacrifie souvent l'approche soignante, clinique, mais ces logiques sont contradictoires avec celles de la pratique de soins. Et la valeur heuristique des travaux de recherche, notamment en psychologie clinique ou en psychanalyse, à quelque niveau que ce soit, est souvent discutable, cherchant à se parer des stigmates de la scientificité, se soumettant au modèle dominant de la science, ils ne font souvent, là encore, comme je disais tout à l'heure, que singer la science. Je rappelle souvent que la psychologie est une science humaine. Elle ne doit pas chercher à imiter des sciences devant lesquelles elle ne sera jamais à la hauteur. La psychologie ne sera jamais l'astrophysique ni la science des particules. Elle doit garder et cultiver ce qu'elle a d'humain, d'humblement humain, c'est ce qui fait sa richesse. Mais dans les sociétés industrielles, et avec maintenant le néolibéralisme et le technicisme qui les accompagnent, la science, entre guillemets, la vraie, celle supposée dire le vrai, est une figure du savoir sacralisé, et les universités, entre autres, sont là pour garantir ce savoir sacralisé. Elles le fabriquent industriellement et le distribuent par bribes dans un marché féroce, régi par les logiques néolibérales et dont les acteurs qui ont le pouvoir usent de toutes les manipulations que le système autorise pour assurer la population que le salut réside dans la croyance en la science. Là encore, ce ne sont pas les scientifiques, les chercheurs qui sont en cause, comme je le disais précédemment, mais c'est ce que le discours social fait de leur science. Si un expert apparaît en blouse blanche, si de plus son titre contient le terme neuro, et si son discours est compatible avec l'idéologie dominante, il est alors supposé dire le vrai et utilisé pour dicter les bonnes pratiques. C'est ainsi, par exemple, qu'un ministre de la Santé peut se permettre de prescrire les pratiques des psychologues, comme ils essaient de le faire actuellement, des psychologues s'occupant de tel ou tel trouble, par un simple arrêté, en s'appuyant sur des publications américaines choisies et en ignorant totalement le reste, et cela même si le rapporteur public conclut, suite aux différents recours déposés contre de tels arrêtés, c'est ce qu'on a fait, on a déposé des recours, et le rapporteur public a conclu à l'incompétence du ministre pour prendre de telles mesures. Eh bien, il les a quand même prises. Le recours a été rejeté par le Conseil d'État. La psychologie et les psychologues ont de fait non seulement une fonction sociale, mais une fonction politique. La psychologie est garante de l'humanité, de la subjectivité des sujets citoyens. Elle est garante de l'humanité, de la subjectivité dans la cité. Et elle doit résister à la violence politique que représente le mouvement de désubjectivation. La psychologie est liée aux politiques dès lors qu'elle soigne. Elle suppose donc une représentation de la souffrance, une prise en compte des représentations sociales de l'état de normalité, de l'état de maladie. Et elle transmet par ailleurs une représentation privée de la souffrance, de la maladie, de la normalité. L'acte thérapeutique, l'acte de parole dans le travail clinique est un acte politique. Elle est liée aux politiques car le lien thérapeutique est un lien social. Il suppose une conception de l'altérité et une représentation des liens sociaux, familiaux, des liens dans la cité, des liens dans la vraie vie. Le psychologue qui écoute son patient ne peut pas ne pas entendre la réalité des liens qui l'unissent aux autres, et pas seulement aux autres dans son entourage familial. Cela, en général, tout le monde le fait, avec des variantes, mais aux autres dans la vie collective, dans le monde, au risque sinon d'être sourd aux souffrances liées à ces liens concrets. Et dans la composition de ce qu'on appelle le contre-transfert, vont entrer en jeu nécessairement ses propres liens à lui, le thérapeute, le psychologue, ses propres liens à lui dans la cité, son inscription et ses modalités d'inscription dans la vie collective de la cité. La psychologie est liée aux politiques car elle est impactée par le politique.
les représentations sociales organisent ou infiltrent, qui organisent et qui infiltrent la vie dans la cité, le politique, au sujet de la santé, au sujet de la maladie, au sujet de la psychiatrie, ont un impact indéniable sur les pratiques et les conceptions du soin et peuvent avoir des effets de dérive, des effets de violence dans le soin ou des effets de désidéalisation, des effets de désimplication, comme je le disais tout à l'heure. La violence actuelle que subit la psychologie, par exemple, ne peut pas ne pas avoir d'impact sur la manière dont chaque psychologue écoute ses patients. La psychologie est politique aussi car elle est inévitablement subversive, comme la psychanalyse, et d'autant plus si elle s'y réfère, si elle considère que le sujet n'est pas égal à lui-même, que son discours n'est pas réductible à son énoncé, que ses motivations sont toujours complexes, sont le fruit de conflictualités, de compromis de toutes sortes, avec des désirs inavoués à lui-même et souvent peu nobles, malgré les volontés conscientes affichées. Elle est politique car elle est garante de la subjectivité, je le disais. Elle est, comme le dit Roland Gori, de la psychanalyse, mais on peut le dire aussi de la psychologie, elle est un antidote face aux dérives politiques sous forme notamment de démocratie totalitaire, de régression sécuritaire, de religion du marché, etc. Didier Anzieux, un autre psychanalyste que vous connaissez souvent, certainement, qui était français, notait, il y a déjà très longtemps, dans les années 70, combien la psychanalyse, mais on peut dire encore la même chose de la psychologie, dans sa pratique même, constitue une critique silencieuse et une résistance active à certaines aberrations de la civilisation industrielle. La psychologie doit lutter, nous devons lutter contre la violence de la désubjectivation. Le rouleau compresseur de la désubjectivation écrase tout le champ social. La désubjectivation, elle est partout. Elle est une violence sociale et politique. Elle peut d'ailleurs, la désubjectivation peut d'ailleurs être considérée comme la définition même de la violence. On peut même en faire la définition de la violence. Il y a des écarts considérables entre les situations de violence, mais ce qui réunit toutes les situations de violence, quelles qu'elles soient, ce qui les réunit toutes, c'est la désubjectivation, c'est la non prise en compte de la subjectivité du sujet, ou l'intrusion dans l'espace intime de sa subjectivité. Et la désubjectivation s'observe dans la vie de tous les jours. Je donne souvent en exemple une émission de radio qui avait eu lieu il y a quelque temps, qui était consacrée aux violences faites aux enfants. Il était question des sanctions physiques, c'est quand il y avait tous les débats sur la fessée, est-ce que c'est bien la fessée, est-ce qu'on a le droit de donner une fessée à un enfant, est-ce qu'il ne faut pas. Et dans cette émission, il y avait un psy quelconque qui connaissait les enfants et qui essayait de dire que les violences faites à l'enfant, ça laisse des traces dans le développement, dans la personnalité du sujet. Ça a des effets sur le développement de la personnalité. Et il était traité avec peu d'égard par le journaliste. Et il y avait à côté un biologiste qui, lui, n'a probablement jamais vu un seul enfant en souffrance, mais qui expliquait que les violences dans l'enfance, ça laisse des traces dans le cerveau. Alors là, le journaliste réagit. Alors, si ça laisse des traces dans le cerveau, alors là, c'est grave. Là, c'est important. Donc, il faut interdire la fessée. C'est-à-dire qu'il n'entendait pas que les deux disaient la même chose. Les traces dans la subjectivité, c'est la version psychologique des traces dans le cerveau, qui est la version neurologique des traces dans la subjectivité, qui est la version psychologique des traces dans le cerveau, etc. Les deux disaient la même chose, mais l'un des discours n'était pas entendable, l'autre correspond à l'idéologie dominante et est recevable et entendable. Autre exemple, c'est une émission télévisée qui parlait de l'adolescence. Et il y avait là un scientifique, un vrai, c'est-à-dire un neuroscientifique, qui expliquait, expérimentation à l'appui, que les adolescents ont le cerveau plus immature que les adultes. Le mec, il a fait 40 ans de neurobiologie pour découvrir que le cerveau des adolescents était plus immature. C'est un vrai scoop. Notamment, leur cortex frontal, siège de la raison, est plus immature. Et donc, leur cerveau agit et fonctionne davantage au niveau du centre qui s'occupe des émotions. C'est pourquoi les adolescents prennent des risques inconsidérés, ils se mettent en danger, ils n'ont pas peur du danger, etc., etc. Autrement dit, nous ne sommes pas des sujets qui se développent, qui mûrissent avec l'expérience, qui agissent avec les moyens qu'ils ont, avec le cerveau et les neurones à leur disposition. Non, non, notre cerveau est à côté de nous, on obéit à notre cerveau.
C'est notre cerveau qui nous dicte ce qu'on doit faire. Voilà, c'est exactement ça. On est une somme de compétences cérébrales, une somme de compétences comportementales. Le sujet est réduit à une somme de compétences cérébrales. C'est exactement cela, la désubjectivation. Les exemples peuvent se multiplier. C'est cette même logique qui envahit le champ du travail. Nous ne sommes plus des professionnels qui exerçons une profession. Nous ne formons plus des professionnels. Nous formons une somme de compétences. Nous formons des sacs de compétences. On doit répondre à l'ensemble des compétences que tel diplôme est censé garantir. Voilà. Les professions, celles de psychologue parmi d'autres, sont réduites à une somme de compétences. La déprofessionnalisation va de pair avec la désubjectivation. La conception scientiste de l'être humain, la conception techniciste et technocratique des pratiques sociales, comme les pratiques de soins, mais c'est vrai aussi pour l'éducation, c'est vrai pour la justice, c'est vrai pour d'autres pratiques sociales, sont des conceptions désubjectivantes et déshumanisantes. Ce ne sont pas les progrès techniques qui sont en cause, qui sont salutaires pour l'humanité, c'est la pensée technique qui est en cause. La pensée technique, par exemple, l'idée qu'on pourrait vivre en renonçant à toute interaction humaine, en étant ultra connecté, sans aucune, dans un monde sans aucune communication. On peut d'ailleurs passer des journées, on peut passer des semaines, on peut passer des mois dans le monde avec les autres, sans aucune interaction humaine. On peut faire tous les achats quotidiens à distance, on peut travailler à distance, on peut faire toutes les démarches administratives, quelles qu'elles soient, sur Internet, avec des logiciels. Si on veut poster une lettre, acheter un billet de train, faire réparer un appareil quelconque, on a obligatoirement affaire à des robots. Tout cela est déshumanisant et tout cela peut rendre fou. Hein. Si vous voulez ceci, tapez 1, si vous voulez cela, tapez 2, si vous voulez cela, tapez 3, on ne sait plus ce qu'il faut taper, on revient au début, il faut tout recommencer, puis ça raccroche, on pète un câble hein, dans un tel système, tout cela sans jamais avoir d'interlocuteur, sans jamais avoir aucun répondant. Tout le monde connaît ces types de situations courantes qui n'ont rien à envier aux différents procédés décrits il y a longtemps par Searles, Harold Searles, dans L'effort pour rendre l'autre fou. Vous connaissez sans doute ce livre, hein, L'effort pour rendre l'autre fou. Eh bien, l'absence de répondant, comme le dit aussi René Caès, l'absence de contact humain, l'absence de dialogue humain, la pensée technique crée du mal-être et peut rendre fou. La pensée technique, elle est partout. On peut rappeler l'annonce qui a été faite avec beaucoup de fierté par notre président Macron du montant exorbitant des financements accordés par l'État pour la recherche en psychiatrie. Et la recherche en quoi? Eh bien, la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, bien sûr. L'intelligence humaine, tout le monde s'en fout, mais l'intelligence artificielle, ça, c'est important. Ces logiques néolibérales ne favorisent pas, ne valorisent pas le partage, la solidarité, mais la concurrence, la compétition, la rivalité, le mérite et le profit. Le refus de certaines promotions d'étudiants ingénieurs de recevoir leur diplôme, comme il y a quelque temps, hein, les étudiants d'AgroParisTech, qui le jour de leur remise de diplôme appellent à déserter, ont refusé leur diplôme hein, et ont appelé à déserter l'agro-industrie pour rejoindre des mouvements solidaires de protection des gens, de protection de la planète, de protection de la paysannerie, etc., est un symptôme de cette société néolibérale qui reproduit des élites pour veiller au maintien des processus de désubjectivation. Et les attaques portées à la psychanalyse, comme à la profession de psychologue, obéissent au même principe, à la même logique, consistant à écraser la pensée, instituer un ordre libéral et technocratique régissant les rapports humains. Ce sont des experts, ce sont des technocrates désignés par l'État et qui produisent des discours compatibles avec son idéologie, qui dictent les bonnes pratiques, alors qu'ils ne connaissent strictement rien à ces pratiques. Cette marchandisation est le fait de l'État lui-même. Le dispositif Mon Parcours Psy, que j'ai évoqué tout à l'heure, en est un symptôme, un exemple paradigmatique. Et nous devons nous battre, car les technocrates décident pour nous et sans nous. Avec l'appui de quelques fanatiques et de certains lobbies, ils ont décidé la disparition de la psychopathologie, comme je le disais, remplacée par les fumeux troubles neurodéveloppementaux. Ils ont décidé les PCO, les plateformes de coordination et d'orientation, et la standardisation normative et contrainte des pratiques.
Ils ont décidé l'attribution de crédits colossaux à certaines fondations pour des recherches dont on peut raisonnablement discuter l'utilité, mais qui sont scientifiques. Ils ont décidé mon parcours psy et autres dispositifs méprisants à l'égard de la population et des psychologues. Les psychologues ont un peu l'habitude d'ignorer le politique. Nous ne devons jamais l'ignorer car le politique, lui, ne nous ignore pas. Le néolibéralisme produit des savoirs scientifiques et des discours positivistes qui le justifient. Et la psychologie, notamment, mais pas seulement, celle qui se réfère à la psychanalyse, lorsqu'elle essaie de se mesurer à l'étalon de ses discours, pour garder une place, il perd son âme. Elle se retrouve dans un paradoxe, une impasse, garder son éthique et disparaître, ou se soumettre et se perdre. Et les universités doivent jouer leur rôle dans ce combat. Elles doivent veiller à maintenir, à garantir non seulement la pluralité des approches, mais l'humanité de la psychologie, comme je le disais tout à l'heure. C'est la dimension humaine du soin qui est bafouée. La santé mentale n'est pas qu'une affaire de médecine, de chimie, elle est aussi une affaire d'humanité, et les sciences humaines ont toute leur place et leur part dans la prise en compte de la souffrance psychique. Il est essentiel de défendre ce point contre le pouvoir médical et les pouvoirs publics qui n'ont de cesse de vouloir soumettre et inféoder les psychologues en tentant régulièrement de les paramédicaliser. Pour terminer, je raconterai une anecdote que je raconte souvent, que j'ai souvent raconté aux étudiants lors de la solennelle remise des diplômes à la fin de leur formation. C'est une patiente que je recevais depuis 5 ans, qui avait été adressée par une clinique dans laquelle elle était hospitalisée 6 mois par an. Elle passait la moitié de sa vie en clinique. Et puis je la reçois pour un traitement psychothérapique adressé par son médecin psychiatre de la clinique. Elle vient avec un courrier de ce médecin, et ce courrier, je l'ai gardé, il fait 4 pages. Et ces 4 pages déclinent uniquement le traitement chimiothérapique qu'elle a eu. 4 pages de traitement, pas un seul mot sur son histoire, sur rien du tout sur elle, juste le traitement chimiothérapie. Cette patiente vient 2 fois par semaine, et puis un jour, ça faisait 5 ans qu'elle venait, un jour elle arrive paniquée, elle me dit, oh là là, mon mari veut plus payer les séances, il veut que j'arrête, il veut plus payer les séances, c'est une catastrophe, parce que c'était le mari qui finançait le soin, il faut que vous l'appeliez, il faut que vous lui parliez absolument. Je lui dis, oui, bien sûr, je vais l'appeler, il n'y a pas de souci. J'appelle son mari. Effectivement, il est très en colère. Il me dit, mais ça sert à rien, tout ça, ça sert à rien. Elle est toujours aussi folle. Il me dit très en colère. Et je lui réponds, oui, vous avez raison, elle est toujours aussi folle. Ce qui a pour effet de le calmer tout de suite. Et puis je lui dis, mais rappelez-moi, vous savez, depuis 5 ans, combien de fois elle a été hospitalisée? Il réfléchit, puis il me dit, jamais, alors qu'elle passait la moitié de sa vie à l'hôpital. Ça devait d'ailleurs sûrement bien l'arranger qu'elle soit la moitié de sa vie à l'hôpital. Et puis je lui dis, mais est-ce que vous savez quel traitement elle prend en ce moment? Il me dit, son médecin dit que c'est du pipi de chat, alors qu'avant, elle avait un traitement qui aurait tué un éléphant. Voilà. Je n'ai pas voulu philosopher avec lui, mais j'aurais pu lui demander quel type de société vous préférez. Une société dans laquelle la folie est contenue par des murs d'asile et des molécules chimiques, ou une société dans laquelle la folie est contenue par une relation humaine. Heureusement, malgré tous les efforts, et sans parler de l'énorme économie que ça représente pour la collectivité, parce que le prix de la psychothérapie, ça n'a rien à voir avec le prix d'une hospitalisation 6 mois par an. Heureusement, malgré tous les efforts de certains pour faire taire le sujet, pour faire taire la parole, pour faire taire l'inconscient, pour faire croire à la supposée obsolescence de la psychanalyse, il y a une série télévisée qui a fait un carton, je ne sais pas si elle est encore diffusée, avec des scores d'audience tout à fait incroyables, qui s'appelle En thérapie, vous connaissez certainement. Cela prouve bien que le besoin de parole, le besoin d'être écouté est extrêmement fort, constant. Les sujets citoyens ne se laisseront pas museler, et les psychologues non plus. Merci pour votre patience et votre écoute. La patience, mon cher, on verra en quelques minutes. Tu avais annoncé 1 heure. Félicitations. C'était mathématiquement, tu as rempli les protocoles 1 heure.
sais pas si. Bon. Et non, merci beaucoup d'avoir présenté toutes ces ponctuations. On peut également les lire dans l'article que j'ai évoqué tantôt. Et, bon, des ponctuations qui interrogent les uns les autres, qui posent des questions. C'est-à-dire que le premier des objectifs de ces conversations est réussi et faire penser. Et poser des questions, pas forcément être d'accord, poser des questions et tenter d'élaborer une pensée. Bon, nous allons procéder comme d'habitude, c'est-à-dire chacune dit ce qu'il pense vouloir pouvoir dire et, et dans la foulée, je tâcherai aussi de dire quelque chose. Donc, on commence par quelqu'un, de préférence pas moi. On peut commencer par le deuxième. Le premier, c'est toujours difficile. Merci, Chantal. Oui, bonjour et merci pour ces propos que vous avez tenus ce soir. Qui vraiment me réconforte parce que je suis responsable de formation dans un IRTS à l'île de la Réunion et aujourd'hui, je suis vraiment confrontée à cette question de cette désubjectivation du sujet, c'est-à-dire que nos étudiants sont considérés comme des objets marchands, hein, donc il faut les maintenir à tout prix dans nos formations et pourtant c'est vrai que nos jeunes qui rentrent en formation via très souvent Parcoursup, hein, maintenant, puisque je suis responsable des formations grade licence, donc nos étudiants rentrent via Parcoursup, sont des étudiants fragiles. Voilà, sont des étudiants fragiles. On sait qu'aujourd'hui, il y a une fragilité psychique, et particulièrement à l'île de la Réunion, où on est en tête des hit parades, grossesse précoce, précarité, RSA, chômage, etc. Et ces étudiants, j'ai l'impression qu'on essaie effectivement complètement de les désubjectiver, dans la formation. Voilà, parce qu'on est dans un management de notre IRTS où on ne parle que de concurrence, on ne parle que de démarche qualité, etc. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien de vous entendre ce soir et je rejoins tout à fait vos propos. Et c'est vrai que je suis relativement inquiète de cette désubjectivation du sujet parce que je me dis que d'ici quelques temps, ça va être la norme, quoi. Ça va être la norme, en tout cas, c'est ce que je perçois. Voilà. Monsieur Delpech, peut-être. Comment? Non, je disais à une autre participante, Sébastien Delpech, s'il voulait dire quelque chose. Oui, bonsoir. Ouais, je vais rejoindre, donc je suis responsable de formation d'une école en travail social au Pays Basque et je rejoins ma collègue sur les pressions et les programmes de formation qui sont aujourd'hui adressés et imposés à chaque centre de formation, même si effectivement il y a des marges de manœuvre certainement à conquérir et à habiter. Après, j'avais une question, moi, à vous adresser en vous écoutant. J'aurais dû commencer par ça. Merci pour votre exposé. Je me demandais, je vous rejoins complètement sur l'entreprise des subjectivations, ou en tout cas la subjectivation empêchée, sans problème, parce que je pense qu'il y a tout un tas d'exemples. Et je me demandais en même temps, en vous écoutant, si le signifiant sujet n'était pas paradoxalement largement revendiqué. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi qu'on n'a jamais fait appel autant au sujet, à la réalisation du sujet. Si je le mets rien qu'au niveau des formations, les projets individuels de formation, les parcours personnalisés, etc. etc. Et je me demandais si ça n'allait pas de pair. J'avais l'impression que c'est quelque chose qu'on agite beaucoup. Alors, je ne parle même pas du développement du pouvoir d'agir
empowerment, etc. Ça marche très bien en travail social sur l'usager expert, maintenant on dit, à tel point qu'on va finir par laisser croire que le travail social, il n'y en a plus besoin, puisque le seul expert serait l'usager. Donc, en vous écoutant, je me demandais si cette désubjectivation n'allait pas aussi avec une offensive idéologique très forte du côté de la convocation du sujet, alors qu'effectivement, il y a un empêchement fort de ce côté-là. Je ne sais pas si ma question est claire, pardon, je réagis comme ça. Clair, très clair. Vous répondez ou on pose d'autres questions? Oui, moi je voulais. Oui, Parce que sinon, on a des questions en réserve. Hein. oui, moi, je voudrais dire. L'idée, c'est que chacun s'exprime, hein, ou vous voulez que je réponde? D'accord. Non, chacun s'exprime, je pensais ça l'idée. Ouais. Non, moi je voulais revenir sur deux points là. Merci, hein, Monsieur Chicone, c'est très très intéressant. Le premier point, c'est on empêche de penser. C'est comme si la pensée était d'un seul côté, mais il me semble qu'on peut penser que ce qu'on nous oblige à penser est une pensée. Et les armes que nous avons, c'est de penser autrement. Ça m'embête un peu qu'il y ait comme un étouffoir. On nous bride, on nous empêche de penser. Non, là, ce soir, nous pensons. Voilà, bon, c'est juste un point comme ça. Et puis, revenir sur, quand vous avez cité l'anecdote sur cerveau et subjectivité, le journaliste ne se rendait pas compte que c'est la même chose, mais pour lui, cerveau, ça lui allait bien, subjectivité, non. Sauf que ce n'est pas la même chose. Enfin, pour moi, le cerveau et la subjectivité, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes registres. Enfin, depuis Freud, en tout cas, il me semble, que le cerveau a un psychisme. Il y a le psychisme et le cerveau qui sont deux choses différentes. Voilà, je voulais juste réagir sur ces deux points. Moi, je vais enchaîner sur une autre question. Enfin, bon, merci également pour cet exposé très, très dense. On vous sentait très concentré, M. Chicone, sur votre exposé. Moi, je suis un peu gêné par la formule « la psychologie est subversive ». Un peu gêné par cette conception hégémonique comme ça. Il y aurait la psychologie, alors qu'il me semble avoir des courants de la psychologie, il me semble que vous les évoquez. Donc, parler de la psychologie, dès lors qu'on met ça au singulier, comme la sociologie, je suis toujours un peu interrogé par différentes orientations, différentes conceptions qui sont pas loin, parfois ont des divergences, voire des oppositions. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est subversive. Je m'interroge sur justement pas sa subversivité, mais au contraire son alliance avec le néolibéralisme. Une partie, je ne dirais pas la psychologie, mais des orientations de la psychologie qui ont des points d'alliance idéologiques avec le libéralisme, notamment dans sa conception des problématiques où ce que vivent les gens, eh bien, c'est le problème des gens, c'est le problème des individus, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est le problème des individus. Ce n'est pas le problème aussi de leurs conditions sociales, de leur culture. Donc, voilà, ça, je suis un peu surpris par cette formule que je trouve un petit peu, bon, un peu rapide, me semble-t-il. La psychologie subversive, certains aspects sans doute, mais d'autres, je la trouve au contraire en pleine convergence avec des conceptions néolibérales. Voilà, une remarque que je voulais faire sur ce. Sonia, avez-vous des choses sûrement à dire? Merci et pour votre intervention et pour ces échanges. Je rejoindrai effectivement la réflexion de Joël Pouliken où effectivement, je trouve que c'est tellement divers, la psychologie, même la psychanalyse qui peut être très normalisatrice et qui a bien participé. Donc, on pourrait parler plutôt de deux psychanalyses, mais au pluriel. Je rebranche mon ordinateur. Si je rejoins, j'allais dire, et peut-être tout autour de cet ordinateur où si on est là, c'est peut-être effectivement, on fait un certain nombre de constats communs. Ma question aujourd'hui, ou c'est pas que d'aujourd'hui, ça serait, une fois qu'on a fait ce constat, j'allais dire, qu'est-ce qu'on en fait quand même très concrètement? Parce que le dire, le redire, j'ai envie de dire, il y a quelque chose là qui est presque à la fois acté, c'est-à-dire ça a beau être dit, ça ne change pas grand-chose, à part le soutenir chacun dans son consultoire ou dans sa pratique, mais presque en individuel dans une institution.
ou en travaillant en supervision avec des équipes, etc. Juste pour dire, j'exerce la psychanalyse à Strasbourg et je suis directrice d'un dispositif d'accueil de jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui va sans doute être fermé parce que nous essayons de ne pas faire que de l'insertion. On n'est que des psys à travailler, mais presque dans la rue avec des jeunes qui se sont fait jeter de partout. Et je pense que je ne sais pas trop si nous arrivons en stade de soins palliatifs ou peut-être encore une dernière réanimation. Mais où ma question, en tant que directrice et du coup, malgré tout, je pense avec la psychanalyse ou une certaine psychanalyse, c'est parce que dire le discours, j'ai envie de dire, on peut le dire entre nous, on peut le dire et le soutenir dans des petits lieux, mais socialement, politiquement, il n'a plus de place. Ça, on le voit aujourd'hui, on a un nouveau directeur de l'ASE. Et du coup, quelle stratégie alors, je ne sais pas, parce qu'à un moment, moi, j'ai été sur un mode de résister ou d'insister, mais quelle stratégie, c'est-à-dire pour, avec le constat qu'on fait ou qu'on fait tous, et pour moi, si j'essaie de penser un petit peu avec ce qui s'est passé pendant la guerre et les pays en occupation, une fois que les chars sont là, une fois que les tanks sont là, on ne résiste pas de la même façon qu'avant qu'ils n'envahissent un pays. Et pour moi, c'est là, il y a un certain… Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le choix. Mais justement, comment on arrive à penser ou quelle stratégie penser qui ne soit pas que de la plainte et que du constat pour trouver encore des interstices quand tout est en train d'être rebétonné, pour refuser un peu, alors je suis plus du côté, on va dire, du social, et comme c'est la protection de l'enfance, il faudrait les insérer, les mettre au pas. Voilà, du coup, moi, à partir de cette thématique, il y a des questions presque de positionnement politique, enfin, d'éthique, je ne sais pas comment dire, de clinique éthique et presque une politique, enfin quelque chose à soutenir, mais je trouve que c'est très complexe. Enfin, c'est une de mes questions aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'avais envie d'échanger ou de vous entendre, de comment faire et pas juste faire un constat, même s'il faut le faire, quoi soutenir. Alors, on peut faire des séminaires, on peut animer un certain nombre de choses, mais voilà. Quelle autre stratégie et ce matin, parce que je pense que nous arrivons en soins palliatifs, et du coup, les jeunes avec nous, je pense que ça sera direction la rue, même s'ils ont 14-15 ans, ou retour à la rue. Voilà. Je pensais ce matin à ce que rapportait Foucault dans un entretien après avoir été en Iran en 79, mourir plutôt que mourir. La question de qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire à quel prix il faut continuer à vouloir à tout prix que nos structures ou certains dispositifs existent, s'il faut passer dans les fourches codines à un moment donné dans le social, parce qu'on a des financements du social, de la normativation. Enfin, pour moi, c'est des grandes questions dont je n'ai absolument pas les réponses. Mais pour continuer à soutenir une pratique de subjectivation, si possible, auprès ou avec quelques-uns. Voilà, je m'arrête là. Et vous commencez là plutôt qu'arrêter là. Je continue, mais à chaque fois, parce que ces questions… Albert, qu'est-ce que tu as à dire à ta charge? Alors, merci pour toutes ces réactions, toutes ces questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes. Je vais peut-être faire un peu par ordre chronologique. Alors, Chantal disait que voilà, les étudiants sont des objets marchands et que la crainte, elle disait sa crainte que la désubjectivation devienne la norme. Le problème, c'est que c'est déjà la norme. C'est la norme. C'est la norme. J'ai écrit un texte qui s'appelle Normes et désubjectivation. Justement, c'est devenu la norme. C'est bien ça c'est bien ce qui fait la gravité de la situation et qui doit nous pousser à réagir et à agir, comme Sonia demandait de quelle manière il faut le faire.
Sébastien insistait sur l'idée que dans ce mouvement de désubjectivation, il y a quand même aussi la mise en avant du sujet. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet qui est mis en avant, c'est plus l'individu. C'est l'individu qui. Et même si le terme sujet est employé, sujet, là encore, c'est un signifiant qui est complexe. Hein. Le sujet, c'est aussi celui qui est assujetti. Le sujet du roi, c'est celui qui est soumis à ce que le roi va décider. Hein. Donc, c'est le terme sujet. Je ne suis pas sûr qu'il soit employé. D'ailleurs, vous-même, vous avez parlé d'usagers. Hein, on parle maintenant des usagers, des usagers de services de soins. On ne parle plus des sujets. Et même si on parle, ceux qui emploient le terme le terme sujet, c'est dans le sens individu assujetti. Claudine disait qu'on n'empêche pas tant que ça de penser. D'ailleurs, ce soir, on pense, ben oui, heureusement, il faut qu'on puisse continuer d'avoir des espaces de pensée, c'est extrêmement important. Par contre, si, bien sûr que si, on empêche de penser. Hein. Dans les institutions, on empêche de penser. J'ai encore aujourd'hui même l'exemple d'une psychologue que j'ai en supervision qui m'explique que dans son institution, ils ont l'institution est divisée en 3 groupes. Ils avaient un espace d'analyse des pratiques pour chacun des groupes de l'institution, de tant d'heures dans l'année. Ce nombre d'heures a été globalement réduit par 10. Hein, je crois qu'ils avaient 50 heures, ils n'ont plus que 5 heures. Et pour un seul groupe, ils doivent tous se mettre ensemble. Enfin, c'est juste, ils rendent totalement impossible le travail d'analyse des pratiques. Parce qu'il y a un nouveau directeur qui est arrivé, qui a une conception neuropsychologique, et que la subjectivité, c'est pas important. Ce qui est important, c'est les cerveaux, hein, pour reprendre la distinction que faisait Joël, je crois. Hein. Non, qui est-ce qui parlait de cerveau? Ah non, mais c'est aussi Claudine qui disait que le cerveau et la subjectivité, c'est pas la même chose. Ben oui, c'est pas la même chose. Dans l'exemple que je donnais du journaliste, la dimension neurobiologique fait partie du discours social dominant, elle est entendable. On peut dire qu'il ne faut pas donner une fessée aux enfants parce que ça laisse des traces dans le cerveau. Mais par contre, si on dit ça laisse des traces dans la subjectivité, ça, c'est pas entendable. Ça ne veut pas dire que le cerveau et la subjectivité sont la même chose. C'est pas du tout ça que je disais. Hein. Mais il y a l'un des discours qui est dominant, celui qui exclut la dimension subjective. C'est pareil dans l'enseignement. L'enseignement, les professeurs d'école, quand on écoute Blanquer et son conseiller qui est un neuroscientifique, hein, il ne forme pas des élèves, il forme des cerveaux. C'est comme ça qu'il le dit, hein, même dans les textes des directives qu'il envoie aux professionnels, hein, ils s'occupent de cerveau. Hein, c'est la référence, l'objet de leur travail, c'est pas des élèves, c'est pas des sujets. Hein. Donc il y a là une dimension extrêmement désubjectivante, violente, hein, qui est au service du productivisme. Hein. Il faut produire de la compétence, il faut produire de la compétence. Il ne faut pas conduire des sujets vers un développement harmonieux de leur vie, il faut produire de la compétence cérébrale et comportementale. Sur l'idée que la psychologie est subversive, alors je m'excuse, c'est que il me semblait avoir pris suffisamment la précaution dans l'introduction de bien dire c'est ma conception à moi de la psychologie, c'est d'une certaine psychologie dont je parle, celle qui se réfère à la psychanalyse, et la psychanalyse c'est un terme, c'est un concept qui est extrêmement vague aussi, hein, qui regroupe des pratiques extrêmement contradictoires. Donc tout ça, bien sûr, il faut relativiser, et tout ce que j'ai pu dire, ça concerne une conception bien particulière de la psychologie. Je suis totalement en accord, hein, avec l'idée qu'il y a des courants actuels de la psychologie, mais qui sont totalement néolibéral compatibles, hein, et qui non seulement sont compatibles, mais qui sont au service du néolibéralisme. On est parfaitement d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai déjà répondu à Sonia sur l'idée que la psychanalyse et la psychologie, c'est un concept et avec des pratiques extrêmement contradictoires, et qu'il fallait bien préciser, entendre que je parlais d'un point de vue tout à fait singulier, hein, d'une représentation de la psychologie qui n'est pas évidemment la globalité des pratiques très différentes et des conceptions très différentes de cette discipline. Alors comment agir? J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas. Certainement faire comprendre aux gens ce qu'on fait en vrai. C'est ce qu'on fait avec le combat qu'on a contre ce que les psychologues ont
contre le dispositif Mon Parcours Psy, ils essaient de faire comprendre aux députés, à ceux qui prennent des décisions, ce que c'est que la psychologie, faire comprendre aux citoyens, faire comprendre aux patients. Quand les patients arrivent et disent « je veux avoir 8 consultations gratuites parce que le gouvernement me dit que j'ai droit à 8 consultations gratuites », on lui explique que déjà il a mal compris que lui, il n'y a pas droit, il ne fait pas partie de ceux qui ont été sélectionnés pour y avoir droit, et on lui explique pourquoi on ne le fait pas, pourquoi on refuse. Voilà. Il faut faire comprendre ce que c'est que la réalité du travail. Il faut continuer de travailler, continuer d'avoir des espaces de pensée, là où c'est possible, hein, là où on ne nous l'interdit pas, voilà, puisqu'on ne nous l'interdit pas partout. On n'est pas dans une dictature, on est bien d'accord. Hein. Là où c'est encore possible. Et puis peut-être il faut infiltrer les espaces politiques. Là où les décisions se prennent. À l'Assemblée nationale, il y a 3 psychologues. Je ne sais pas s'il y a des sociologues, je n'ai pas regardé, mais il y a 3 psychologues. Alors qu'il y a, je crois que c'est plus de la moitié des députés qui sont médecins. Hein, alors, comment voulez-vous lutter contre le pouvoir médical quand il y a 3 psychologues à l'Assemblée nationale et que l'immense majorité sont soit médecins, soit avocats? Voilà, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des psychologues, des sociologues, des représentants des sciences humaines qui s'engagent qui infiltrent les espaces politiques où les décisions se prennent. À condition qu'il ne soit pas de portée néolibérale, et ni sociologue et psychologue. Oui. Bon, il y a différents courants, on a encore un petit peu le choix. Voilà. Je partirai de cette immense, dans les propos des uns des autres, effectivement très riche, ce serait pour le moins prétentieux de prétendre épuiser la question. Bon, je me limite à prendre 1 ou 2 points. Un, qui est paru à nouveau à la fin, avant de cette réponse d'Albert tu connais. Bon, que faire avec tout ça? Demandez Sonia Weber. Bon, d'accord. Une fois qu'on a fait le constat, que faire avec tout ça? Bon, tu as avancé quelques pistes de ce qui se fait. Bon, et pourquoi pas, c'est ça son efficacité. Et à la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce constat? Et une proposition qui n'est pas cavalière, un peu curieuse, mais pas cavalière. Que faire avec ce constat? Je réponds, le refaire. Le refaire. Nous avons d'autant plus de possibilités de faire, nous avons d'autant moins de possibilités de faire quelque chose avec l'état actuel des choses que notre diagnostic peut être exagéré, sinon pas seulement faux. C'est grave et éminemment discutable, comme chaque fois que j'ouvre la bouche. Donc, ça la ferme aussi. Là. Et questionner les termes qu'on utilise. Les termes qu'on utilise, les représentations qu'on a. Bon. Je comptais dire quelque chose sur la clinique, mais il faut dire qu'il a eu méprise sur ce que Albert disait. Bon, comme je l'ai entendu et lu par ailleurs, et quand il dit la clinique, c'est pas la clinique, effectivement. C'est une certaine clinique, une certaine conception de la clinique. Et il conviendrait par là même d'éviter, mais ça, c'est mon cher, c'est Gori aussi, l'idée qu'il y aurait la clinique contre laquelle le néolibéralisme mène une campagne féroce. Faux, absolument imaginaire. Le néolibéralisme favorise certaines cliniques contre d'autres. Bon. Je laisse délibérément de côté une question. La clinique ou celle à laquelle que tu défends, dans laquelle je me reconnais d'ailleurs, évidemment, la clinique s'occupe-t-elle de la souffrance psychique? Bon, si on repassait l'enregistrement depuis le début, tu n'as pas dit que ça. Tu disais aussi, la clinique s'occupe de la subjectivité, de la vie animique, d'autres représentations. C'est-à-dire que la souffrance, c'est juste un des motifs ou un des thèmes de cette clinique. C'est même pas ça forcément qui déclenche une thérapie. Ça dépend du patient, ça dépend de... Donc, juste pour
dire qu'il faudrait ne pas trop jumeler clinique et souffrance psychique. Il me semble. Non, mais les plus graves que j'ai à dire, j'ai des choses après, je me calme, comme si je n'étais capable. Sur le social. Là, il fallait pas exciter les singes, mon cher. Le social. Formule usuelle, très courante. Moi, un peu sociologue, ça dépend du jour. Hein. Et je ne sais pas que veut dire le social. C'est surtout l'article. Vous voyez, à quoi ça peut renvoyer? À quoi ça peut renvoyer? Et, il me semble que parler du social, c'est une formule approximative. Je donne un exemple tout de suite. C'est une formule approximative, édulcorée, voire quelque peu pudibonde. Pour nommer autre chose, c'est l'idéologie dominante, que tu nommes aussi par ailleurs. Mais social est une manière très édulcorée de nommer idéologie dominante et néolibéralisme, et pour le dire en très vieux langage, lutte des classes. Le social, bon, ça vaut pour écrire, il y a plein de bouquins là-dessus, pour la plupart assez illisibles, à mon humble avis. Le social, ça nomme un objet qui n'existe nulle part, à moins d'imaginer que les sociologues ont le monopole du social, comme les psy, le monopole du psychisme, ce qui est banal et faux. Et tout ce que tu défends, Albert, qui m'inspire, comme tu sais, le plus vif respect, tout ce qui défend, c'est une position sociale, socialement connotée. Quand on est pudique, on ne dit pas socialement connoté, on dit citoyenne, position citoyenne. Mais la position citoyenne est très progressiste, je sais pas, voire de gauche. Il parlait même quelque peu de modé. J'adhère complètement. Bon, tout ça pour attirer l'attention sur le fait que le social, le discours social, c'est une façon de parler. Ça ne désigne pas un objet réel. Et si on cherche à nommer de plus près, c'est un certain discours, disons, c'est un discours néolibéral, ce sont des intérêts, bon. Et troisième et avant-dernier point, empêchement de penser, ouais, c'est pas oui très sincère, comme tu peux entendre, ouais, et la pensée a toujours été démodée, messieurs, dames, depuis toujours. Le néolibéralisme a cette puissance de rendre le démodé très actuel, très constant. Mais pourquoi? Pourquoi cette emprise? Pourquoi réussissent-ils à empêcher de penser? Parce que quelque part, certains d'entre nous sommes d'accord avec. On ne peut pas empêcher de penser, sauf si les sujets collaborent, avec ce vieux terme français très chargé d'histoire. Il faut collaborer. Et on collabore de façon diverse. Hein? On collabore avec des pensées, disons, très conservatrices, etc., etc. Mais on conserve aussi avec l'humanisme. L'humanisme, difficile d'aborder la question, parce que j'essaie d'être bref, malgré les apparences. L'humanisme empêche de penser qu'il y a des classes sociales, que la psychologie est divisée en courants on ne peut pas plus contradictoires, que la psychanalyse, je le disais très bien, tu le rappelais très bien, Albert, la psychanalyse, c'est le nom d'une discipline qui, dans la réalité, connaît des clivages les plus radicaux. Elle est absolument compatible, dans certains courants, j'entends bien, absolument compatible avec le néolibéralisme. C'est un auxiliaire précieux même. C'est-à-dire, le problème n'est pas la société, c'est vous qui allez mal.
mais je vais vous soigner et vous allez voir dans quel paradis nous vivons. Conclusion prétentieuse, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir suffisamment argumenté, il faut refaire le diagnostic. Il faut refaire le diagnostic dont une bonne partie des thèmes sont piégés. Nous vivons ce qui suit n'est pas un lapsus. Ça peut lui faire, mais ce n'est pas un lapsus. Nous vivons une époque formidable. À savoir les découvertes que la psychologie aussi, les psychologies aussi, la psychanalyse aussi, comme bien d'autres choses, pardon, la psychologie non plus, je voulais dire, la psychologie non plus n'est pas à l'abri des controverses et polémiques sociales. L'époque merveilleuse, c'est qu'il n'y a pas de forteresse qui nous abrite des intempéries sociales et politiques. Je trouve ça, bon, c'est la chute de l'illusion, dirait l'autre, dans Mascage, je trouve ça tout à fait prometteur. Et défendre une certaine clinique, Albert et d'autres, pas très nombreux, le font, et je trouve ça évidemment très défendable. C'est pas pour rien que nous sommes amis, pas seulement effectivement, très, très défendable, parce que c'est une posture idéologiquement, politiquement pas neutre, qui ne s'insurge pas contre le discours social, on va savoir qui c'est celui-là, qui ne s'insurge pas contre le discours social, mais évidemment contre un certain discours social et néolibéral auquel un autre discours s'oppose. C'est pour ça que j'ai redit, il faut refaire le diagnostic. Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge, qu'on commence à peine à y entrer. Désolé. Bon, il fait chaud quand même. Une douche froide, c'est pas d'être trop. Hein. Chantal, souffrez-vous beaucoup? La formatrice, j'entends. Est-ce que je souffre beaucoup? Non, je ne souffre pas beaucoup, mais j'essaie de rester, ou peut-être tout simplement que je suis rentrée en résistance par rapport à mon institution. Voilà. Par rapport au courant dominant dans votre institution, pas l'intention. Par rapport au courant dominant. C'est ça. Oui, oui, mais ça, là, on parle exactement de la même chose. Nous vivons une époque bénie où il n'y a pas de no man's land, où il n'y a pas de zones intouchables. Ça pleut partout. Pourquoi pas aussi en psycho? Pourquoi pas en formation de travailleurs sociaux? Quel privilège aurait-il d'être au-dessus de la mêlée? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais du coup, c'est parfois un peu désespérant. Oui, oui, oui. Ça dépend de la dose d'humanisme, ma chère. Tu sais que certains pensent être au-dessus de la mêlée, hein, ça eux. Oui, oui, mais ça se soigne, docteur. Oui, 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 bien sûr. Oui, il y a toujours. Non, mais nous sommes, je ne sais pas, toi, moi et bien d'autres, à peu près les gens proches du Parti social, nous savons que nous ne sommes pas au-dessus, nous sommes au milieu de la mêlée. Et que c'est un combat que probablement nous ne gagnerons pas, mais qu'il faut mener quand même. C'est ça. Alors, parfois, ça met en colère que certains qui se sentent au-dessus de la mêlée ne participent pas au combat, hein, parce que justement… C'est pas la peine, la chère, c'est pas la peine. Ils sont déjà gagnés. C'est pas les bons diagnostics. Bon,
je suis soigneur quand même, mais c'est un élément de diagnostic. Vous voyez, c'est-à-dire d'un diagnostic probable, nous ne vivons pas au paradis, ça c'est facile d'être d'accord, mais ce n'est pas l'enfer encore. En tout cas, pas encore. Nous sommes au milieu de la lutte et nous vivons oui, sous l'illusion que la lutte s'est arrêtée dans les usines ou dans les défilés de la Bastille à la Nation, pour parler tradition française, ou parisienne. Et non, la lutte est aussi dans la psychologie, chez les psychologues. Et, tantôt agent des pouvoirs d'État bourgeois, pour parler vieux langage, toujours actuel d'ailleurs, tantôt agent des pouvoirs d'État bourgeois, ou comme les travailleurs sociaux au fond de l'insertion, dont le leitmotiv est « gagne ta vie et boucle-la ». Ou bien, parfois, des psys sont des... Oui, il y a un mot à prononcer avec pudeur, révolutionnaires, en tout cas, pas complices, le moins complices possible. Et il faut pouvoir se poser les bonnes questions pour avoir quelques chances d'y répondre. Hein. Sinon, c'est encore plus compliqué. Bon. Oui, d'ailleurs, j'ai bien aimé ton idée que le sujet collabore avec l'empêcheur de penser. Hein, évidemment, sinon ça ne marche pas. Hein. Ouais. C'est un petit peu ce que j'essayais de dire quand j'ai parlé de l'université, hein, pour dire, parce que bon, absolument. C'est le milieu social que je connais, donc que je connais oui. l'un des milieux sociaux dans lesquels j'ai navigué, je navigue. Donc je connais, je peux dire à quel point, voilà, le système qu'on dénonce fabrique de la servitude et à quel point c'est bien plus facile que dans la servitude, tout en dénonçant les horreurs qu'on nous fait vivre, etc. Mais oui, c'est ça. En même temps, on le fait. Alors pourquoi? Ben, sans doute parce que penser, c'est fatigant. C'est fatigant de penser. Oui, à tous égards. Résister, c'est fatigant. Hein, c'est extrêmement fatigant. C'est une activité extrêmement fatigante, la pensée. Et peut-être que ce que tu proposes quand tu dis refaire le diagnostic, les termes sont piégés. Au fond, c'est ce qui caractérise le travail de pensée. Le travail de pensée, il est en mouvement en permanence. Absolument. Vous avez compris que j'aimais bien Bion, je ne sais pas si vous le connaissez, ce psychanalyste. Oui. Et voilà, c'est ce qu'il disait. Quand on élabore une théorie, on fabrique de la matière calcaire, on se calcifie. La pensée, elle n'est jamais arrêtée, elle est tout le temps en mouvement. Ouais. C'est extrêmement fatigant d'être en mouvement. Hein. Et du coup, on a toujours à refaire le diagnostic, on a toujours à refaire. C'est quelque chose qui est intrinsèque au travail de pensée. Ce Bion disait dans un séminaire, il disait, voilà, vous me posez une question, je réponds à votre question. Si dans 3 minutes, vous me reposez la même question, eh ben, j'aurai une autre réponse, parce que dans 3 minutes, je ne serai pas le même que celui que je suis actuellement. Voilà. C'est-à-dire le travail de pensée, il est constamment en mouvement, et aussi parce qu'il est interactif avec l'environnement. Oui. Donc, on a toujours le fait d'avoir toujours à refaire le diagnostic, c'est pas seulement, comment dire, une réalité accablante, c'est intrinsèque au travail de pensée. Ah, tout à fait d'accord. Oui, tout à fait. Et c'est très bon même. C'est pas de tout repos, mais pour se reposer, on a le temps. Hein. Oui. Plus tard. Oui, mais c'est aussi fatigant. On parlait de ceux qui se pensent au-dessus, qui se pensent pas concernés, ils sont pas dans la mêlée. Hein. C'est bon là actuellement, j'essaie de mener un combat. Voilà, on essaie de mettre d'accord les psychologues, mais c'est juste infernal, quoi. Mettre d'accord les psychologues, c'est un travail de titan, quoi. C'est incroyable ce que c'est difficile. Si les seuls fous étaient les patients, ce serait fastoche. Hein. Oui, j'ai oublié de te dire, ta première intervention, bien sûr, je suis complètement d'accord. Hein, le social, c'est un terme qui n'a pas de sens. Oui, c'est une mauvaise métaphore, cher. On est bien d'accord, c'est l'idéologie dominante, c'est autre chose. Il faut appeler les enjeux s'accélèrent, donc il faut appeler les choses par leur nom. Tu imagines que je disais les psychiques. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Là, c'est pour résigner la fin de notre amitié. Hein.
Bon, il en faudrait un peu plus, certes. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous dites? Parce que vous étiez plutôt d'accord avec les constats. Chantal, Sébastien. Bon, Sonia a commencé à semer la zizanie, mais bon. La zizanie intellectuelle, j'entends. Sébastien, qu'est-ce que tu as à dire dans ta défense? Ouais, non, je me disais, ça m'évoque plusieurs choses. Ça me fait penser à, c'est la Boétie, hein, je crois, dans la servitude volontaire, qui dit pour que les gens, pour qu'il y ait une collaboration, il faut qu'ils soient trompés finalement, Ah oui. aussi, les gens. Et effectivement, je trouve qu'en matière de travail social et dans les formations en travail social, les discours à dominante humaniste sont des formidables chevaux de Troie pour que tout ça, ça passe. Ouais. C'est très difficile. Une simplification, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur la simplification, parce que quand on l'a repéré une fois, après, c'est difficile de plus la voir. La disparition, par exemple, de toutes les approches autour de l'éthique, qui a été remplacée par toutes les approches autour de la bientraitance. Bien sûr. Ça marche à 100%, c'est-à-dire Complètement. la bientraitance qui va être contre des étudiants qui arrivent, ils lèvent la main de suite, oui, bien entendu, mais tout est dans le langage, justement. J'ai bien aimé tout à l'heure la précision sur le langage, parce que tout est dans la... Oui, il s'agit juste de bien traiter, en fait. Il n'y a plus de débat interne, il y a plus de... Même si on parle d'une éthique à plusieurs... Écoute, Sébastien Delpech, pourquoi c'est possible? Oui. Soit parce que les gens d'en face, d'en haut, sont méchants à toujours, des salauds, quoi. Des salauds. Soit parce que, d'une part, ils sont du pouvoir, et d'autre part, nous sommes, pour te citer la Boétie, oui. Et ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Hein, nous sommes à genoux. Oui, oui, c'est-à-dire, soit nous sommes des victimes impuissantes du malheur, de ce qui nous tombe dessus, soit nous sommes des collabos. Moi, je dis que nous sommes des collabos. Horrible, méchant, légèrement maso, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Qui pensait concrètement dans son salle de cours, Dieu sait, bon, je ne sais pas Dieu, l'éducation nationale, plutôt, Dieu sait à quel point j'en ai pratiqué, de toutes sortes, de toutes manières, dans son salle de cours, la porte fermée, qui t'empêche de penser? Il n'y a pas de souci là-dessus. Toi. Oui, non, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que pour être clair, j'ai un cours qui s'appelle éthique versus bientraitance. Donc, je suis à l'aise là-dessus. Et effectivement, de réunir de matériel. En fait. Et effectivement, je le fais porte fermée. Mais le problème, c'est que les étudiants parlent. Hein, mais oui, c'est ça. C'est le problème des étudiants. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, je le prends par la focale étudiante. Mais c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez de la subjectivation en tant que processus, qui est quelque chose qui, aux formateurs que je suis, parle beaucoup, parce que effectivement, on accompagne très modestement, mais on y est à un moment donné. On n'y est que de passage, mais on y est quand même dans ce processus de subjectivation. On ne peut pas faire comme si on n'y était pas. Et effectivement, si on parle d'éthique, on a quand même des petites graines à planter là, en sachant que ce ne sont que des petites graines. Mais je rejoins Saül sur le fait il ne s'agit pas de remporter la bataille, mais il s'agit au moins de tenir le combat. Ça me semble la moindre des choses. Oui. Tout à fait. Les petites graines, c'est une phrase en réunion de synthèse ou un accompagnement particulier, singulier avec un usager ou un patient. C'est aussi, ça peut être révolutionnaire aussi, hein, mais bon, évidemment, ça a peu de poids peut-être par rapport à tout ce qui se passe par ailleurs, mais je crois qu'il ne faut pas s'empêcher de penser et de faire et de dire. Non, sauf si on aime ça. Il faut accepter de ne pas être d'accord avec la majorité. Ah, mais oui. Mais pas assez. Parfois, c'est inconfortable, effectivement. Ah ben, en général, penser, c'est un peu inconfortable, mais c'est juste, il faut quand même. Oui, mais avec quelques nuances quand même. Moi, je pense qu'on parle à la pensée, on lui donne une certaine sacralisation. Ça dépend également la pensée est porteur de conception, d'idéologie. Ça dépend également quelle pensée nous allons mobiliser. Ouais. Il n'y a pas la pensée, il y a des courants de pensée
pour certains, que l'on pourrait considérer comme progressistes, pour faire très simple, et d'autres, donc c'est pas la pensée, mais des orientations de pensée, et c'est bien ce qui est en jeu, me semble-t-il, ce soir, c'est justement où on confronte là, des manières de penser et de problématiser Oui. à propos des questions psychologiques. Ouais. Donc la pensée, là aussi, si on la met au singulier, ça devient un peu problématique, mes chers collègues. Oui, parce que là, c'est... Donc, il y a des gens qui peuvent le lire, qui seront dans la pensée, en lisant Ben oui, oui. Ils vont toujours parler. les mêmes auteurs, en reprenant toujours professeurs. les mêmes thèmes, les mêmes théories. Donc, voilà. Quand je dis ça parce que je dis à mes filles, il faut lire. Mais la lecture, ça dépend de ce que l'on lit. Pour l'ouverture d'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est pas la lecture qui fait l'ouverture d'esprit. Ça dépend. C'est une problématique. Il faut lire. Mais la lecture, oui, ça prédispose. Mais il y a aussi une diversité de lecture qui va permettre également d'enrichir, d'ouvrir son champ. Donc, c'est changer de champ également et lire des textes avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. C'est peut-être ça aussi la question de la réflexion. À la fois, je vous suis, mais en même temps, je ne sais pas, parce que c'est un petit peu comme si on mettait toutes les pensées sur le même plan et que, voilà, il y a des contradictions. Hein. Ça dépend. Explique-toi. Ben, oui, bien sûr. Comment dire, ça fait partie du travail de pensée d'affronter la contradiction. Voilà, une pensée qui ne tolère pas la contradiction, c'est pas une pensée, c'est une idéologie. Hein, Non, c'est la pensée idéaliste. Hein. Voilà. Non. Mais enfin, comment dire, c'est comme si on disait que la com, la pub, c'est une communication. Non, il y a une manière de communiquer et puis il y a une manière de faire croire qu'on communique. La com, c'est pas de la communication au sens de la communication humaine, comme j'essayais de le dire tout à l'heure. De la même manière, il y a des pensées qui sont des pensées au sens où elles sont le fruit d'un travail d'élaboration, elles vont se confronter à la contradiction, elles vont transmettre quelque chose. Et puis il y a des pensées qui sont des actes. On peut agir avec des pensées. Hein, il y a des pensées qui ont un effet d'acte qui n'incite pas l'autre, l'interlocuteur, à penser, mais qui l'incite à agir. Vous voyez, toutes les pensées ne sont pas au même niveau. Il faudrait. Non, je sais pas. Parmi les pensées qui sont des vraies pensées, il y a plein de contradictions, il y a plein de gens qui pensent différemment, et ça, c'est tout à fait d'accord. Mais il y a des manières de penser qui ont l'illusion de la pensée, qui ont le masque de la pensée, mais qui sont des actes, des manières d'agir. Comme la pub, la communication n'est pas de la communication, c'est de l'influence, c'est une action sur l'autre qui est recherchée, c'est pas la transmission d'une pensée. Transmettre une information, c'est pas pareil que transmettre une pensée. Mais si, mais la pub, c'est une communication qui sert le néolibéralisme et la consommation. C'est une communication, c'est pas celle que nous aimons, bien sûr, mais si on ne la prend pas comme une communication, c'est quoi alors? C'est une communication qui va à l'encontre de nos orientations à nous. Mais c'est comme une communication. C'est pas juste une communication comme une autre. C'est pas une communication. J'ai pas dit comme une autre, hein, mais j'ai dit c'est une communication. Bien sûr, ça s'appelle communication, mais ça n'a pas du tout, ça ne répond pas à la même définition que la communication humaine, qui elle. C'est une communication qui fait acheter des humains. Je t'ai déjà dit que je suis cardiaque, mais tu étais au courant d'ailleurs, et qu'il y a certainement qui me donne envie de chercher la Trinité. Bon, et qu'est-ce que ça veut dire entre nous, soit dire communication humaine? Oui. Voilà. Mais quand une communication n'est-elle pas humaine? Réponse? Deux chiens qui aboient l'un contre l'autre, éventuellement. Mais sinon. Non, mais j'allais justement développer un peu, mais voilà, vous m'avez interrompu, donc je n'ai pas pu développer. Une communication humaine, c'est celle justement qui va chercher à écouter l'autre, qui ne va pas interrompre. Quand on n'est plus quand on est. Je donnais l'exemple de l'interview tout à l'heure, parce que voilà, j'ai été frappé par certaines interviews. Regardez, écoutez une interview faite par des journalistes à une heure de grande écoute. Oui. Ça ressemble à de la communication humaine, mais ce n'est pas du tout de la communication. Celui qui est interviewé n'a pas le temps de parler, de penser, de développer. Il subit des actes
qui utilisent la parole et la communication, mais pour agir. Alors, regardez certaines émissions comme il y avait il y a 20 ou 30 ans à des heures de la nuit, pas du tout à des heures de grande écoute, où c'est plein de pauses, c'est plein de silence, où le réalisateur filme celui qui est interviewé en train de réfléchir, en train de penser. On n'est pas du tout dans les mêmes logiques. Ah oui, C'est ça que je voulais dire. les enjeux de la lutte sont différents. Je ne dis pas que c'est très bien, c'est que je dis que la nostalgie d'un passé passablement idéalisé empêche d'identifier les enjeux actuels. Hein? Plus nous nous racontons que nous vivons, que autrefois, surtout pas daté parce que c'est équivoque, que autrefois c'était quelque chose comme la vraie communication, et on méconnaît quels sont les enjeux contemporains, comment ça se passe aujourd'hui. Et une partie de nos catégories, il faut les reconnaître, sont désuètes, sont démodées. Nous ne sommes pas équipés complètement pour analyser les temps qui courent. Nous sommes, je parle de moi bien sûr, je suis le plus vieux de cette assemblée d'ailleurs, et nous sommes un peu has-been. Nous sommes d'autant plus has-been que nous avons des représentations idéalisées, c'est-à-dire qu'on Oui, s'accroche. oui, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Bon, Nous- et, ce fut une des plus intéressantes conversations que nous avons eues. C'est la 26e. La 30e, s'il te plaît, la 30e. La 30e. C'est un anniversaire en plus. Ouais. Oui, en plus. Oui. Bon. Non, intéressant parce que ça fait penser. Oui. Et dans ce que la pensée peut avoir de mieux, malgré et grâce à nos désaccords et à nos points d'accord. Oui, et ça, c'est l'événement extraordinaire qu'est la pensée. Et dans ce sens-là, mais j'irai comme Albert, mais chez moi, c'est une métaphore plutôt. Effectivement, toutes les pensées ne s'équivalent pas, bien sûr. Mais je ne pousserai pas jusqu'à dire que certaines sont humaines, que quand même, la pudeur s'impose. Surtout, comment nommer celles qui ne le sont pas humaines? Canine, comme disait l'autre, non, évidemment. Le chien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait. Non. Merci beaucoup, Albert, de ce que tu as provoqué. Merci à toi et je t'assure que tu n'es pas du tout has-been, mais alors vraiment pas du tout. Je vais te dire un truc, c'était la coquetterie. J'avais compris. Je sais que depuis toujours, ça fait des années qu'on se connaît, beaucoup d'années. On ne se parle pas beaucoup parce qu'on n'a pas trop l'occasion. Oui, mais chaque On fois, se connaît pas mal. chaque fois, c'est un immense plaisir. Moi aussi. Bon, c'était une création d'amour, on arrête. Messieurs, dames. Tous. Bon été. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bel été à tous. Merci. Merci. Ah, et tu mets en ligne, Monsieur Pouliken, tu mets en ligne demain. Merci. C'est ça. Oui, d'accord. Est-ce que, Non, pardon, mais- est-ce qu'on peut avoir en ligne ou peut-être Claudine peut partager aussi alors la vidéo, moi ça m'intéresse beaucoup, et l'article qui a été cité. Ici. Bon, il faut que je les. D'accord. Donc, Saül ou Albert vont me Oui, il n'y a pas d'urgence. Albert, tu l'as ton article? Oui, je dois l'avoir quelque part, oui. Sinon, je le scanne, mais il est marqué. Non, il est mais bien. si vous pouvez me l'envoyer, Albert, je communiquerai aux participants. C'est intéressant. Je peux Oui. faire encore mieux. Je peux vous envoyer l'article si vous voulez, mais je peux vous envoyer carrément la conférence d'aujourd'hui si ça vous intéresse. Elle est écrite. Ah oui, oui. oui. Ça fait presque double emploi. Oui. Oui, oui. OK, d'accord. Merci D'accord, très bien. beaucoup. Merci. Merci. Ouais. Merci. Merci, bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir.